Alors, la première fois où j'ai été donateur, ça s'est fait d'une façon très étrange. Mon grand-père était encore vivant et ma mère, rangeant la maison de son père, m'a donné un livre. Un livre de 1744 qui est un Theatrum Botanicum, édité à Bâle. Nous sommes originaires de l'Est, donc vraisemblablement des liens familiaux avec cette ville-là, qui est une sorte de gros livre encyclopédique des plantes. Et moi, ce livre, je l'ai toujours vu chez mon grand-père, dans sa bibliothèque, dans son bureau. Et quand j'ai reçu ce livre, j'étais très très ennuyé, je ne savais pas quoi en faire. Et pour être très honnête, j'avais des travaux à la maison à faire. Et donc je suis allé à la bibliothèque de la Pardieu, au Fonds ancien, et avec le conservateur, on a évalué le prix de ce livre, que j'ai mis en vente dans une librairie spécialisée de la rue Auguste-Comte. Je n'étais pas très à l'aise, honnêtement, avec ce geste de vente de quelque chose qui appartenait au patrimoine de la famille, qui n'était pas une part majeure de mon identité, mais une petite partie quand même, et puis une part importante de l'identité de mon grand-père qui était toujours vivant. Et puis au bout de quelques mois, je suis repassé dans cette librairie, et le libraire qui m'avait promis de le vendre très vite à un client suisse très intéressé par ce genre d'ouvrage m'a dit « votre livre ne part pas ». Alors, comme toute personne, j'imagine comme tout donateur qui voit du sens partout, j'y ai vu du sens. Je me suis dit, il y a un petit appel du pied peut-être, et de la bibliothèque, et puis de ma culpabilité. Je me sentais vraiment coupable d'avoir mis en vente ce livre, en plus pour une mauvaise raison, qui était de faire des travaux chez moi. Voilà, c'était pas très très louable. Et donc je suis retourné voir Pierre Guinard avec mon livre, et il m'a dit, ben oui, on veut bien le prendre. Et je lui ai demandé que ce livre soit donné à la fois par moi et par mon grand-père simultanément. C'est qu'on soit deux donateurs. Et ça, c'était un geste très important pour moi, parce que ça inscrivait ce livre qui passait d'un bien privé à un bien collectif, dans notre histoire de famille aussi, et on était tous les deux associés. Donc ça me plaisait énormément. Et dans la lettre que j'ai reçue de Pierre Guinard, qui était une lettre tout à fait officielle, il a dit, à mon avis, le mot très important, il m'a dit « ça va venir enrichir les collections de la ville de Lyon, d'autant qu'on ne connaît qu'un seul exemple connu de l'ouvrage, de cette édition-là, en France. » Donc du coup, ça a complètement justifié le fait que ce livre avait trouvé sa vraie place. C'est-à-dire pas être chez un particulier, même un grand amateur et quelqu'un qui aurait cherché ce livre passionnément, mais être dans une bibliothèque qui allait avoir le souci non seulement de le conserver, mais de le mettre à disposition des gens. Donc ça a été mon premier geste de don. Ça, c'est très important. Et j'en étais très fier intérieurement et ça m'a beaucoup soulagé. J'ai été très apaisé de savoir que ce livre avait trouvé sa place juste, qui n'était pas une place dans un circuit d'échange marchand, mais dans un geste, comment dire un peu savamment, de libéralité ou de gratuité en tout cas. Voilà, parce que je n'avais pas l'espace à la maison pour le garder. Son vrai espace, c'était forcément la bibliothèque de la Pardieu au Fonds ancien, avec des gens qui sauraient en prendre soin et qui sauraient éventuellement lui trouver un lecteur le jour au besoin. Ma famille est lyonnaise de longue souche, puisque notre ancêtre commun, Guillaume de Rouville, est arrivé de Tours en 1843, s'est installé à Lyon et est devenu libraire, éditeur, imprimeur connu. Et nous sommes assez fiers de descendre de lui, ce qui fait que dans nos actions, nous essayons de faire quelque chose qui soit digne de ce qu'il nous a donné comme message. Les archives que nous possédions au Château Bourbon étaient pour moi assez importantes. Elles étaient tenues dans de nombreux sacs, dans de nombreux cartons, dans des malles, etc. Et comme je suis passionné depuis très longtemps par les archives, encore gamin, j'allais passer des journées entières dans la pièce des archives pour voir ce qu'il y avait, et j'avais commencé à faire de manière amateur un premier classement, tout ce qui concernait notre ancêtre direct, Jacques Soubry, échevin de Lyon. Je le mettais dans des chemises, et sur la chemise, au feutre, je marquais la notion des documents qui me paraissaient importants. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'archives qui, pour moi, étaient inconnues, notamment qui concernaient la famille de Clapisson. Alors j'ai fait une enquête, et je me suis rendu compte que cette famille de Clapisson, c'était une famille de notaires du pays mornantais, c'est-à-dire d'Argoire, Saint-Maurice-sur-Dargoire, qui de père en fils, pendant plusieurs générations, ont été notaires. Alors je dis, mais comment se fait-il que ces vieilles archives qui intéressent tout le pays se trouvent chez nous?
Alors j'ai eu l'explication parce que par alliance, à partir des Soubry, nous avons eu une alliance avec les Dugas de Chassenny, qui étaient des seigneurs assez puissants et importants, qui avaient acheté le château d'Écossieux à Saint-Jean-de-Toulas, lequel château était la propriété de la famille de Clapisson, notaire. Mais quand ils ont vendu ce château à notre ancêtre, avant de s'installer au château de la Duchère à Lyon, ils ont laissé toutes leurs archives de notaire. De sorte que quand, par alliance, la fille unique des Dugas a épousé un Jordan d'ici, mademoiselle Jordan épousant un Labatty et mademoiselle Labatty épousant un rival de Rouville, mon père. Donc on a hérité de toutes les archives familiales, entre autres des Dugas, et dans celles des Dugas, on avait celle des Clapisson. Alors ça a beaucoup intéressé les archives de Lyon, parce que toutes ces archives Clapisson concernent des tas de villages du coin. Alors compte tenu de tout ça, j'ai dit, c'est un patrimoine important qu'il faut absolument conserver, et j'ai commencé à contacter les archives. Alors je m'étais adressé à Madame Marin, qui m'a délégué Madame Noël Chiron, qui est venue me voir, on en a discuté, et elle m'a dit, vous avez plusieurs formules, et à la formule que moi je refuse d'office, c'était de vendre aux archives pour faire du bénéfice. J'ai dit, notre but, c'est d'aider les archives à conserver la mémoire, donc s'il y a un don, il ne peut être que gratuit. En pratique, j'en ai même pas étudié un quart. Donc j'ai donné, vous voyez, j'allais dire mon mérite, c'est-à-dire que j'ai donné des archives sans savoir ce que je donnais. Mais on a fait ça en toute confiance, il doit y avoir un inventaire, et après j'irai voir les archives en disant j'aimerais bien étudier mes propres archives, voilà. J'assiste souvent à des ventes de livres, j'en ai beaucoup, il suffit de regarder à droite à gauche ici, j'ai un étage aussi au-dessus, et ce que disent mes enfants, c'est pas un appartement, mais c'est une bibliothèque avec un lit. Bon, mais j'ai une bonne bibliothèque lyonnaise, j'ai aussi une bonne bibliothèque d'archives lyonnaises, mais je suis navré, car dans ces ventes, on voit quelquefois disperser des fonds d'archives complets. Un château est en vente et on trouve dans les archives de ce château aussi bien les archives familiales des propriétaires des châteaux que les archives locales, géographiques locales, d'organisation du village, du canton, du secteur dans lequel il se trouve. Et tout ceci s'est vendu lot par lot. Et ça ne sera plus jamais réuni. Et là, il faudrait qu'il y ait un sauveteur. Et à Lyon, on voit des archives qui viennent de la Manche ou qui viennent de la Gironde ou qui viennent d'autres départements. Et que viennent-elles faire ici? Ça fait de la peine de voir ceci se disperser. Et pour la connaissance future de l'histoire, c'est des histoires qu'on n'arrivera plus à raconter et étudier vu la dispersion. Très occasionnellement, j'ai un frère qui est dans la région, qui avait fait un voyage aux États-Unis, puis parmi les gens qui faisaient partie de ce voyage, il y avait une personne qui devait travailler ici aux archives. Elle disait, bah, tiens, oui, on envisage de restaurer le monument aux morts du parc de la Tête d'Or. Alors mon frère a tendu l'oreille et il a dit, ah mais vous savez, c'est mon grand-oncle qui l'a réalisé. Et du coup, dans la discussion, cette personne lui a dit, ben, si vous avez des archives, etc., je vous donne l'adresse de Madame Chéron et vous pourrez lui les remettre. Il m'en a parlé, j'ai saisi la balle au bond et je me suis dit, bon, c'est une bonne occasion et ça paraît assez judicieux de finir de mettre de l'ordre dans ces archives, hein, en enlevant les doubles, en essayant de faire un classement et de les transmettre aux archives de Lyon. En 2002, nous avons dû dissoudre l'association par manque d'administrateurs. Je souhaitais démissionner de mon poste de présidente et il n'y avait personne pour prendre la relève non plus. Donc nous avons dû prononcer la dissolution de l'association. Et je me suis retrouvée à voir toutes les archives de l'association au milieu de mon salon. Donc ça faisait quand même une bonne hauteur de carton. Et
je ne voulais pas m'en séparer. Bon, d'abord, pour une question légale, il fallait que je les conserve au moins 10 ans. Et puis, je trouvais dommage de faire disparaître des documents qui témoignaient de la vie du quartier pendant une certaine période quand même, où on pouvait constater un peu l'évolution du quartier sur une vingtaine d'années.